7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Après avoir publié La faute à Rousseau, un pamphlet cinglant au sujet de Sandrine Rousseau, Éric Nolot récidive avec le récit d'un naufrage, celui de Jean-Luc Mélenchon, La République c'était lui, aux éditions Léo Cher. Bonjour Éric Nolot. Bonjour Maud. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux personnages vous inspirent autant qu'ils vous révulsent ou qu'ils vous inquiètent. Avec Sandrine Rousseau, vous vous êtes attaqué au wokisme. Avec Jean-Luc Mélenchon, à quoi vous attaquez-vous ? Eh bien, je m'attaque au deuxième projet de destruction de notre culture, de notre pays, de notre civilisation, à savoir l'islamisme. En fait, Jean-Luc Mélenchon a réussi à coaliser d'une part le wokisme, de l'autre l'islamisme, et ce sont deux projets alors antagonistes, mais pour l'instant, ils sont unis, ils sont coalisés, ils sont ligués pour détruire tout ce qui nous tient à cœur. Et ils ont commencé. Là, je parle de mon camp, par la gauche. Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau ont détruit la gauche pour la remplacer par une caricature hideuse qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Voilà. Alors évidemment, on va vous dire que ça n'existe pas, mais chaque jour vous apporte la nouvelle preuve de son existence. Jean-Michel Apathy vous dirait que ça n'existe pas. Non, mais Jean-Michel Apathy, c'est une boussole qui indique le sud, donc c'est très utile à sa manière, mais simplement, il vit dans une dimension parallèle qui est celle de l'émission Quotidien. Donc ces gens-là sont hors sol. Ouais. Moi, je vis dans la réalité. Alors vous parlez d'une déchéance du camarade Mélenchon et vous partez d'une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux récemment. C'est en 2010 sur le plateau de On n'est pas couché. Jean-Luc Mélenchon réagit à la décision du NPA de présenter une candidate voilée aux élections régionales. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention justement au sujet du voile. Secondo, je considère que c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Et par conséquent, la République a gagné, elle va gagner encore une fois. Ça sera interdit. Et on le fera non seulement pour empêcher une absurdité qui consiste à accepter l'idée qu'une femme considère qu'elle est un enjeu, un gibier, qu'un homme ne peut la regarder qu'avec un œil de prédateur, première chose. Et deuxièmement, parce que c'est obscène cette histoire de burqa, ça part de l'idée que les hommes ne sont que des prédateurs. Et deuxième idée, c'est qu'on donnera un signal au monde entier et aux femmes du monde entier qui se battent contre cette histoire-là. Par conséquent, on interdira. 10 ans plus tard, il tient le discours inverse et ça passe, Éric Nolot. Oui, là, dans l'extrait que vous avez passé, il se trouve que j'étais présent sur le plateau, puisque j'étais chroniqueur dans l'émission On n'est pas couché. Et en effet, on était un peu saisis sur le plateau parce que c'était une époque où on traitait Jean-Luc Mélenchon de laïcard, le mot un peu péjoratif, parce qu'il avait des positions extrêmement fermes sur l'islam. Enfin, on a entendu, il a même été plus loin, puisqu'il parle de voile comme un vêtement obscène, etc. Ouais. C'est quand même extraordinaire en disant on a le droit d'être islamophobe, etc. Enfin, et 10 ans plus tard, en effet, c'est le discours absolument inverse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que M. Mélenchon a lu la note de Terra Nova, du think tank Terra Nova, qui dit écoutez, il faut changer de peuple parce que le peuple vote à l'extrême droite, le peuple vote mal. On va abandonner le peuple traditionnel, le peuple old school, comme on dit. Maintenant, on est obligé de préciser. Donc, fini le prolo, fini l'ouvrier, on va s'adresser aux banlieues islamisées. Et c'est là où on va faire notre marché. Et en plus des banlieues islamisées, c'est là où on retrouve le wokisme. On va aller aussi draguer les minorités sexuelles, les féministes, etc. Donc en fait, le grand remplacement, qui est une expression polémique, en fait, là, est à prendre au pied de la lettre. On a procédé au grand remplacement d'un électorat par un autre. Donc, je pense que dans la tête de M. Mélenchon, un endroit où je ne veux pas me trouver, mais je pense qu'il doit y avoir 90% de cynisme et 10% de conviction. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a trahi cyniquement tout ce en quoi il croyait, toutes les valeurs fondamentales de la gauche et de la République, pour simplement essayer de parvenir au pouvoir, ou en tout cas, s'il ne parvient pas au pouvoir, d'être en mesure de rejouer son fantasme révolutionnaire. Moi, je suis très inquiet parce que on ne prend pas la mesure du danger de Jean-Luc Mélenchon. Je vois qu'il y a encore une extrême complaisance des médias. Vous considérez que c'est un homme dangereux, Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je pense que c'est le danger numéro 1 de la France en ce moment. C'est un homme qui a pour projet la destruction de la République, la conquête du pouvoir par l'insurrection et quelque chose qui devrait quand même nous unir au-delà de toutes nos étiquettes politiques, c'est quelqu'un qui a fait de l'antisémitisme, mais compulsif, on va en parler, son principal outil de conquête du pouvoir. Je vous parle de la France de 2024. Voilà un homme qui a pratiqué au fil des années, je parle d'un passé récent, toutes les formes d'antisémitisme. Là, je crois que c'est les derniers qui n'avaient pas compris
en compris avec la promotion de Mme Rima Hassan, qui est une activiste palestinienne. M. Mélenchon s'adresse aux banlieues islamisées et leur dit « Vous n'êtes pas des banlieues françaises, vous êtes Gaza, en fait, vous êtes des Gazaouis. La France, ce n'est pas la France, c'est Israël. Vous êtes, vous aussi, sous occupation, vous êtes une population opprimée, des citoyens de seconde... Une importation de conflits. Il y a tous les éléments pour une future guerre civile. Moi, je pense qu'on ne prend pas la mesure du danger de M. Mélenchon et de la France insoumise. Tout ça, c'est seulement du clientélisme, de l'électoralisme, ou est-ce que Jean-Luc Mélenchon est vraiment habité par ces haines, cet antisémitisme en particulier ? Lui, il y a beaucoup de cynisme, mais dans son entourage, oui, ce sont des gens profondément habités par la haine antisémite. C'est ça qui rend le cocktail très dangereux entre le cynisme d'un côté et la conviction de l'autre. Moi, j'écoute David Guiraud, Monsieur David Guiraud, qui est un des principaux députés, enfin un des plus en vue de la France insoumise, tient un discours ouvertement antisémite. Il a fait des déclarations à Tunis incroyables en disant les exactions qu'on reproche au Hamas, mais non, c'est Israël qui les a commises. Écoutez, il faut simplement reprendre leurs déclarations à tous, de M. Mélenchon à M. Guiraud, en passant par Mme Obono et tous les autres. Vous avez un catalogue de l'antisémitisme, de la haine du juif, et la communauté juive ne s'y trompe pas. Vous savez, moi j'habite dans un quartier où il y a une forte communauté juive. Il n'y a pas un jour sans que quelqu'un m'arrête en me disant on a peur. C'est intolérable. Moi je ne veux pas vivre dans une France où les juifs ont peur. C'est intolérable. Et je ne veux pas vivre dans la France que nous prépare d'un côté Mme Rousseau et de l'autre M. Mélenchon. Je ne veux pas vivre ça et je ne veux pas que mes enfants y vivent. Donc, je vois qu'il y a un petit sursaut à gauche quand même. Il faut dire que les européennes s'y prêtent, mais bon, ce n'est pas vraiment l'élection décisive. Enfin, il y a une petite prise de conscience, mais très insuffisante. Le sursaut vient de qui à gauche ? Il y a quand même, maintenant qu'on peut faire cavalier seul, parce qu'avant on était bien content de se rallier à M. Mélenchon. Il ne faut pas oublier ça, hein, ils se sont quand même compromis, déshonorés avec la NUPES, tous ces gens-là. Là, comme les européennes s'y prêtent, M. Glucksmann est en train de ramasser un peu la mise. Moi, ça va dans le bon sens, parce que tout ce qui détourne les voix de gauche de M. Mélenchon pour les attribuer à d'autres gens de gauche, c'est positif, mais je n'oublie pas que ces gens-là se sont ralliés à l'intolérable. Quand on est de gauche, on ne peut pas être d'accord avec M. Mélenchon. M. Mélenchon, c'est l'anti-gauche. La gauche, ce n'est pas l'antisémitisme. La gauche, ce n'est pas de refuser de condamner le Hamas, de refuser de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Ça, c'est l'extrême gauche. C'est terrible d'avoir importé tous les délires de l'extrême gauche pour en faire le cœur de doctrine de la gauche. Mais Jean-Luc Mélenchon est loin d'être seul encore aujourd'hui dans son parti, malgré des divergences. Il y a eu des accusations de tyrannie en fait au sein du parti, et pourtant aujourd'hui on trouve toujours cette cour autour de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a Jean-Luc Mélenchon, mais il y a quand même aussi tous ces sbires. Enfin, pardon. Mais... Vous savez qu'il n'y a pas d'adhérents à la France insoumise. Hein. Il n'y a pas d'adhérents. Donc il n'y a pas de vote. Donc en fait, Jean-Luc Mélenchon, grand démocrate. Admirateur de Poutine, admirateur de Chavez, admirateur de Castro. Vous avez ressorti une certaine quantité c'est intéressant. C'est intéressant, personnages qui ont inspiré Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, ça c'est la tradition funeste de la gauche, la fascination pour la violence politique et la violence révolutionnaire. Alors Mélenchon la pratique de manière presque exhaustive, puisqu'il a même mis Poutine, enfin il admire Poutine, dans la guerre en Ukraine, c'est l'OTAN l'agresseur, enfin etc., etc. Autour de lui, écoutez, il a gardé que les plus fidèles, il a procédé récemment à une purge, tous ceux qui sortaient un tout petit peu du rang, hein, parce que Mme Garrido et M. Corbière n'étaient pas non plus contestaient pas son autorité, et puis ils ont dans leur salon un portrait de Lénine, donc c'est des gens sur qui on peut compter. Vous voyez, Lénine, c'est intéressant. La première chose que vous voyez au petit déjeuner, quand vous vous levez, c'est un grand portrait de Lénine, l'inventeur du goulag. Écoutez, le 9 juin, réfléchissez. Si vous voulez voter pour un parti dont deux des principaux représentants prennent leur petit déjeuner en face de l'inventeur du goulag. Moi, ça m'intéresse. Comme militant anti-totalitaire, ça m'intéresse. Les positions de Jean-Luc Mélenchon pourraient passer sous le coup de la loi, quand même ? Parce qu'on parle d'antisémitisme, on parle d'islamisme. Vous avez même nommé l'un de vos chapitres, Jean-Luc Mélenchon, le 6e pilier de l'islamisme. Oui. Enfin, c'est quand même j'allais dire grave en fait. Ce qui se passe est grave et moi je combats au niveau des idées, mais si d'autres veulent contester ça au niveau de la justice, je pense qu'il y a matière en effet. Et Jean-Luc Mélenchon ne vous a pas répondu encore, vous n'avez pas eu de retour Non, il a lâché ses trolls sur les réseaux sociaux, mais ça on a l'habitude, donc je me fais insulter, menacer, diffamer, enfin tout ça c'est la routine, menacer de mort quand même, enfin ça devient la routine. Oui aussi, mais ça devient la routine de aussi. Militants ou de plutôt de sympathisants, c'est bizarre parce que la plupart du temps vous cliquez sur leur profil, il y a un drapeau palestinien par exemple, ça doit être un hasard, hein. Je pense que ça peut pas y avoir un rapport, hein. C'est des gens, c'est des démocrates ces gens-là, hein. Ça doit être une simple coïncidence. Non, c'est pas ça, mais
Monsieur Mélenchon, de toute façon, je rappelle aussi cet épisode, en fait, ne pose qu'une condition pour participer à une émission, c'est que je ne sois pas présent. Hein. Oui, c'est ce qui s'est passé. À Balance-son-Poste. Oui, voilà, À exactement. Balance-son-Poste, il avait Que dit, moi je veux bien venir, normalement. sauf que Nolot ne doit pas être là. Donc on avait fini. La démocratie. C'est un grand démocrate. Donc. On ne peut pas débattre avec eux. Non, enfin moi je ne peux pas débattre parce qu'il estime qu'on ne peut pas débattre avec moi. Parce que je suis trop agressif. Je suis trop agressif. Je ne sais pas, il faut lui demander. Il faut lui demander. Moi je pense que je lui donne presque raison, parce que mon livre, certes, c'est un ton pamphlétaire, offensif, mais c'est très factuel. Donc je ne sais pas trop ce qu'il pourrait répondre. Oui, parce que c'est quasiment une enquête, en fait, votre livre. C'est une enquête, bien sûr. C'est une enquête pamphlet, c'est un peu contradictoire dans les termes, mais j'ai tenu à prendre les deux bouts de ce que je voulais écrire sur Mélenchon, le ton pamphlétaire, mais quelque chose de très factuel, d'autant que la plupart du temps, j'étais aux premières loges. Oui. Alors, il dit notamment, Jean-Luc Mélenchon, d'Éric Zemmour, parce qu'on parlait d'antisémitisme, je me souviens, il reproduit beaucoup de scénarios culturels, on ne change rien à la tradition, on a la créolisation en horreur. Tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. C'est presque aussi poussé que le petit juif de service prononcé par Yannick Jadot. Surtout, ça rappelle quelque chose d'assez lointain, ça rappelle Drummond. En fait, le polémiste antisémite, en fait, l'antisémitisme a pris plusieurs formes. À cette époque-là, c'était, écoutez, le juif ne veut pas s'assimiler, quoi. En fait, c'est un corps étranger dans la nation. Voilà, c'était au 19e siècle. Nous sommes au 21e, et M. Mélenchon dit, écoutez, la créolisation... là, je me suis penché pour la première fois de près sur le concept de créolisation d'Édouard Glissant. C'est une foutaise phénoménale. Bon, déjà, j'y consacre 2-3 pages. Oui. Mais il dit, écoutez, c'est normal que Zemmour soit hostile à la créolisation. En fait, les Juifs ne veulent pas s'assimiler. Donc, en fait, il nous resserre Drummond au 21e siècle. Et ça pose toujours pas de problème. Visiblement pas. Non, il a réactivé l'antisémitisme, même catholique. Hein. Vous savez, le vieil antisémitisme catholique, le peuple déicide. Il a quand même parlé de ça une fois. Enfin, on pensait vraiment que c'était des vieilles lunes. L'antisémitisme traditionnel, les juifs, c'est la finance. Il y a aussi cette rhétorique qui court chez eux. L'antisémitisme des islamistes, alors là, bon, c'est clair, comme ils sont élevés avec le lait de leur mère dans l'antisémitisme. Et puis celui-là qui est encore, à mon avis, le plus inattendu. Il réactive les vieilles lunes de M. Drummond. Ce qui est hallucinant, c'est que ça fait penser un peu à la petite phrase de Jean-Marie Le Pen, je ne sais plus quelle était l'année, le détail de l'histoire. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon pourrait dire la même chose, ça passerait crème en fait. Oui, parce que je pense qu'il a beaucoup retenu des meneurs populistes comme Jean-Marie Le Pen. Il a repris cet art de la provocation en disant de toute façon qu'on parle de moi en bien ou en mal, on parle de moi. Ouais. Et puis, j'y consacre aussi un chapitre, il y a énormément de similitudes avec Donald Trump. Oui. Notamment dans la vérité alternative, c'est-à-dire qu'il vous raconte quelque chose qui, en fait, il parle d'une réalité qui n'existe pas. Alors justement, vous écrivez le wokisme, l'islamisme et le mélenchonisme se présentent comme 3 variantes du totalitarisme. On ne saurait s'étonner de la filiation ici repérable avec le léninisme et sa distinction entre démocratie réelle et démocratie formelle. Ben oui. C'est-à-dire qu'il vous explique qu'on ne vit pas en démocratie en réalité, que la véritable démocratie, c'est la Russie, c'est le Venezuela, c'est Cuba. Ici, nous ne sommes pas en démocratie, figurez-vous. Mais tout est comme ça. Tout est comme ça. En fait, c'est dans un déni de réalité. Ces gens-là vivent hors sol dans les cieux de l'idéologie. Et en réalité, il y a une forme de schizophrénie. Il vous parle d'une réalité qui n'existe pas. Vous auriez pu faire une politique fiction, en fait, avec Jean-Luc Mélenchon. À quoi ressemblerait la France sous la gouvernance de Jean-Luc Mélenchon ? C'est pas comme ça que je le présenterai. Je vais vous dire à quoi ressemblerait la France, non pas sous le gouvernement de M. Mélenchon, mais à quoi ressemblerait la France si le second tour opposait Mme Le Pen à M. Mélenchon et que Mme Le Pen l'emportait même assez aisément. Eh bien, dès le lendemain, M. Mélenchon et ses amis rejoueraient leur fantasme, c'est-à-dire de la révolution. Le fascisme ne passera pas, donc je pense qu'il y aurait une forme de guerre civile. Vous pensez qu'ils appelleraient à une espèce de révolution ? Mais bien sûr. Mais de toute façon, ils l'ont fait. Regardez, même pour des dossiers comme la réforme des retraites. Il portait le combat à l'Assemblée nationale, déjà sous une forme contestable, de la bordélisation. Et quand ça n'allait pas, il portait la contestation dans la rue en ne condamnant jamais les violences des Black Blocs. Et quand il y a eu les fameuses émeutes en banlieue, ils ont encouragé les émeutiers. Ils ont encouragé les incendies des bâtiments publics. Ils ont encouragé toutes les sortes d'exactions. Ce sont des gens qui ont l'insurrection dans le sang, la violence révolutionnaire dans le sang. Ils aiment la violence. Pensez-vous que nous sommes proches de la fin de règne de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise ? À un moment donné, on en a parlé justement quand il y a eu toutes ces histoires, ces désaccords au sein du mouvement.
aujourd'hui? La prochaine présidentielle sera son dernier tour de piste. Ouais. Mais il aura lieu. Il sera candidat? Bien sûr. Écoutez, quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative? Monsieur Ruffin s'est révolté 3 minutes dans sa vie. Un jour, il a dit sur France Inter, s'il vous plaît, c'était audacieux, je ne pense pas que la transition de genre soit une priorité de gauche. Ça a duré moins de 24 heures. Madame Chikirou, qui est très proche de Jean-Luc Mélenchon, pour user d'une litote, lui a dit « Attention, Pampan Cucu, c'est pas bien ce que tu as dit ». Et il s'est excusé platement, façon autocritique maoïste, stalinienne. Oh, « J'ai pas assez bossé mes dossiers, j'aurais pas dû dire ça, etc. » Vous pensez vraiment que cet homme peut tenir tête? Vous croyez vraiment que Clémentine Autain a les épaules voilà. Et je vous répète, il n'y a pas d'adhérent. Oui. Si là, dans 5 minutes... M. Mélenchon prend la parole et dit « Je suis candidat », c'est fini, il est candidat. Il n'y aura pas de primaire, il n'y aura pas de débat, etc. Et si demain Jean-Luc Mélenchon décide d'arrêter la politique, la France Insoumise disparaît? Il faudrait qu'il trouve une autre incarnation. Il y a une autre autoproclamation. Oui, de toute façon. Ça ne changera pas. Donc, après, je ne sais pas ce qui va se passer après les européennes, parce que, admettons que l'écart soit important entre la liste de M. Glucksmann et celle non pas de Mélenchon, mais de Manon Aubry, enfin ça revient au même. Ouais. Là, l'écart serait rebattu à gauche. Par exemple, je pense que s'il y a un gros écart, il est devenu impossible que, pour la prochaine présidentielle, il y ait une liste d'union de la gauche conduite par quelqu'un de la France Insoumise. Donc ça va quand même rebattre les cartes. Ouais. Maintenant, M. Mélenchon, écoutez, il a passé toute sa vie dans la politique, il ne sait rien faire d'autre, donc en 2027, il sera là, il sera sur la ligne de départ, évidemment. Misère. Éric Nolot, on vous a connu fervent opposant dans un jeu de rôle avec Éric Zemmour. On vous a connu soutien de ce même Éric Zemmour qui est devenu votre ami. Mais pour autant, on ne sait pas vraiment où vous placer sur l'échiquier politique. Tant mieux. C'est vrai? Tant mieux parce que je me réclame de la gauche, évidemment. C'est mon camp. Une certaine gauche. Parce que une gauche qui n'existe plus ou qui est en cours de reconstruction. J'essaie d'être moins pessimiste que vous. Mais enfin, on a été écrasés. Vous allez finir par vous engager en politique? Non, c'est pas mon caractère. On me l'a proposé plusieurs fois, c'est pas mon caractère. Je suis un lecteur, je suis un buveur de café, je suis un amateur de chats, enfin toute activité. Ceci dit, des amateurs de chats en politique, on en connaît. Oui, au moins une, mais vous me parliez de mon ami Zemmour, j'ai vu ce que ça coûte de s'engager en politique, le prix est démesuré. J'ai vu quand même sa vie privée saccagée, jetée en fait, c'est un soutien non pas politique, mais amical que vous lui avez porté. Non, mais bien sûr. Mais de toute façon, il y a eu tout un scandale à Villepinte. Moi, je m'en fous complètement. Zemmour est un de mes amis les plus proches. Ça le restera jusqu'à la fin de nos vies. L'amitié, ça se discute pas, ça se négocie pas. Et je l'ai déjà dit une fois, mais je vous le répète, c'est quelque chose qui me trouble beaucoup. C'est qu'on a demandé seulement 3 fois à Pierre de renier le Christ, et moi, on m'a demandé 300 fois de renier Zemmour. Et comme nous sommes, Zemmour et moi, des personnages insignifiants par rapport à Pierre et au Christ, je trouve ça un peu étrange. Mais vous me dites, on a du mal à vous définir. Tout simplement pourquoi? Parce que même si je me réclame de la gauche, moi, au fond, je m'en fous un peu de la droite et la gauche. Ce qui m'intéresse, c'est la France. Voilà. Est-ce que, quand j'entends quelque chose, je me dis, est-ce que c'est bon pour la France? Est-ce que ça va dans le bon sens pour notre pays? Est-ce que ça contrarie un peu le désastre civilisationnel auquel nous assistons jour après jour? Voilà les questions que je me pose. Quand j'entends M. Attal prôner la fermeté, je ne me dis pas est-ce que c'est un discours de droite et de gauche? Je me dis ça va plutôt dans le bon sens, mais j'y crois pas une seconde. Vous êtes assez patriote en fait. Mais pourquoi pas? Oui, non, mais c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise. Moi je suis pour, écoutez, la France est un grand pays, mais c'est une grande culture, une grande civilisation. Écoutez, il n'y a que des motifs d'être fier d'être français. Enfin, c'est un pays incroyable. C'est vraiment... Enfin, c'est considéré comme tel dans le monde entier. Les gens regardent la France, ils n'y croient pas. C'est l'histoire, la géographie, la culture. Un pays qui rayonne culturellement et qui est le plus ouvert aux cultures étrangères. Regardez dans les librairies, le nombre de traductions, le nombre de films. Nous sommes un pays à la fois rayonnant et accueillant. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Vous allez dans une librairie américaine, la littérature traduite, Pour voir des films sous-titrés aux États-Unis, c'est toute une histoire. Bon, nous sommes un pays unique. Moi, je veux que ça reste comme ça. Et je vois que M. Mélenchon apporte dans ses soutes 2 projets de destruction de ce que j'aime dans la France. Je ne veux pas de la France de rechange. Voilà. Je ne veux pas de la France islamisée que nous propose M. Mélenchon ou wokisée que nous propose Mme Rousseau. Donc, ça explique mes 2 derniers pamphlets. C'est une façon de penser que vous avez toujours eu ou qui a évolué au fil du temps, ça? Moi, j'ai toujours eu ça. Cet amour de la France. J'ai toujours été amoureux déjà de la littérature française, de ça la langue française. Ça passe vraiment par la littérature. La langue.
Oui. La langue, le français, la littérature, la culture, l'histoire. Ouais, je me souviens, j'étais gamin, mais Les Rois maudits à la télé, moi, ça m'avait fracassé. Ensuite, j'avais lu le livre. Pourtant, j'étais assez jeune. Hein. Non, je trouve que nous sommes héritiers d'un pays incroyable. J'aimerais le léguer à nos enfants. Voilà. Il y a quelqu'un qui me raconte l'autre jour qu'à Sciences Po, ils ont demandé comme ça, définissez la France en 2 mots. Et il y a un des étudiants qui a dit colonisation, collaboration. Vous voyez ce qu'on met dans la tête, la merde qu'on met dans la tête de la jeunesse. La France, vous la résumez, c'est la colonisation, la collaboration. Écoutez, il ne s'agit pas de nier ces 2 épisodes. Il s'agit simplement de dire qu'à côté de ça, il y a eu des tas de choses glorieuses et qui fait que notre pays est envié à travers le monde entier. Moi, je suis extrêmement fier d'être français. Patriote, c'est un mot qui ne me dérange absolument pas, à condition de ne pas en faire du nationalisme borné. Mais écoutez, je vous ai expliqué, la France se distingue au contraire par une grande ouverture sur le monde. Vous devriez écrire quelque chose sur la France. Sur la littérature, un jour, je ferai mon... Vraiment, ça m'intéresserait de le faire, mon panthéon, oui, ma bibliothèque idéale, oui, ça, ce serait bien. Le problème, c'est que tout est organisé pour que la littérature devienne une langue étrangère pour les futures générations. Il y a un effondrement du niveau intellectuel, du niveau scolaire, et dans quelques années, sauf pour ceux qui auront mis leurs gamins à l'abri dans le privé ou dans les lycées publics d'élite, Balzac deviendra une langue étrangère. Je ne parle pas de Mallarmé ou de Proust, des choses un peu compliquées. Je vous dis, Balzac, Zola seront illisibles. Donc nous allons détruire la France en organisant une culture de l'ignorance. C'était le sujet de notre table ronde hier, justement, on se demandait comment redonner aux jeunes l'envie de lire, l'envie de s'intéresser à la lecture, à la littérature française. Vous, comment vous donneriez cette envie, alors à la fois à l'école, mais aussi dans les foyers? Comment éduquer les jeunes à la lecture? Il faut faire une rupture en réexpliquant le concept de verticalité. Maintenant, quand vous parlez de verticalité, vous êtes un fasciste. Et même comme fasciste un peu usé, vous êtes un nazi. Moi, la manière dont je conçois la transmission, que ce soit les parents ou les enseignants, c'est que vous prenez des choses qui sont peut-être un peu trop élevées pour un gamin, mais vous essayez de l'élever jusqu'à ce niveau. Ça s'appelle la pédagogie, etc. Donc, on essaye de niveler par le haut. Là, ce qui est en cours, c'est le nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'on vous explique que l'artiste la plus représentative en France, c'est Aya Nakamura. Voilà. Donc, il faut qu'elle intervienne en ouverture des Jeux Olympiques. Elle a fait toute sa carrière en chantant dans un Volapük tout à fait improbable, et on vous dit elle est représentative de la culture française. Pourquoi ? Parce qu'au moins les gamins comprennent la langue hybride qu'elle parle. Mais c'est pas ça. Moi, je veux, pas qu'ils s'abaissent jusqu'à Nakamura, je veux les élever jusqu'à Baudelaire, jusqu'à Rimbaud, pourquoi pas jusqu'à Proust. Mais ça s'est vu, des gamins qui partaient de rien et qui, tout d'un coup, accèdent à cette immense culture, accèdent à notre langue, non plus un vocabulaire de 200 mots. Voilà. Moi, je trouve que c'est une mission même que nous devrions avoir. Donc, vous me demandez quoi faire ? D'abord, remettre une forme d'ambition, remettre à la mode le mot de verticalité, le mot d'excellence, le mot de transmission. Là, c'est une rupture culturelle totale puisque l'éducation nationale prône exactement le contraire. Ce doit être une priorité nationale, la lecture ? L'école. D'abord l'école. L'école, c'est la mère de toutes les batailles. Ouais. Reprenons le contrôle sur l'école, contre les pédagogistes, contre tous ceux qui veulent la couler notre pays. Vous avez vu qu'après le discours pourtant modéré de M. Attal, il y a un syndicat d'enseignants ce matin qui a titré sur la radicalisation de M. Attal. Voyez-vous, se radicalise. Donc voilà. Donc non, je ne dis pas que si on reprenait le contrôle sur l'école, on résoudrait tous les problèmes. Je dis qu'on en résoudrait les 3/4. Mais simplement, il faut une volonté. Il n'y a pas de volonté. Quand vous mettez Mme Belloubet comme ministre de l'Éducation nationale, dans les futurs dictionnaires, au mot laxisme, il y aura comme illustration une photo de Mme Belloubet. Donc, ça veut dire que, en fait, vous vous foutez de la gueule du monde. Parce que vous pouvez dire comme M. Attal, moi, je ne laisserai pas l'école tomber, même si je suis Premier ministre, je garde un œil. En fait, je regrette. Il a trahi, encore une fois. Il nous a laissé tomber. Moi, j'y ai cru 15 jours, à M. Attal. Il a fait 2-3 choses qui étaient très bien. Je me suis dit, ça y est, c'est parti. Eh ben non. Oui, à droite comme à gauche, beaucoup ont cru. J'ai cru. Lui, j'avoue, ma naïveté me perdra. Non, mais pas tout de suite. Vous évoquiez Aya Nakamura à l'instant, un sujet très important. Vous auriez choisi qui pour incarner la France
À peu près n'importe qui d'autre, mais moi je pense qu'on ne manque pas d'artistes. Hein. Moi je ne sais pas, Clara Luciani, je sais pas, déjà quelqu'un qui chante en français. Oui, parce que alors là, on nous a taxé de racistes, etc. Faut arrêter. Écoutez, le dernier qui a fait une charge contre Nakamura, il s'appelle Francky Vincent, excusez-moi, il a la peau noire, si j'ai bien compris. Hein. Même je l'ai croisé hier, il avait vraiment l'air d'avoir la peau noire. Hein. Bon. Non mais écoutez, l'accusation de racisme, il faut arrêter là. Faut arrêter. Ou alors, faut décréter une loi selon laquelle on n'a pas le droit de critiquer une personne de couleur. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment grotesque. Non, écoutez, c'est pas ça qui est en cause. La couleur de peau d'Aya Nakamura n'a aucun rapport avec la polémique. Ce qui a un rapport avec la polémique, c'est qu'elle chante dans un volapuc. Voilà, mais elle n'est pas représentative. Après, elle peut chanter. Moi, je lui souhaite une longue vie heureuse. Je lui souhaite du succès. Ceux qui veulent l'écouter, ça ne me dérange pas. Simplement, elle n'est pas représentative de la France dans une circonstance aussi importante que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le racisme, ça commence à être un peu usé. Voilà. Éric Nolot, vous avez aujourd'hui plus d'ennemis à gauche ou à droite ? Beaucoup plus à gauche, bien sûr. Parce que je suis leur mauvaise conscience. Je leur rappelle ce que devrait être la gauche et ce qu'a été la gauche. Ils n'aiment pas. Oui, non, ils n'aiment pas. Je suis le Jiminy Cricket, quoi, en fait. Voilà. À droite, ils retrouvent parfois des préoccupations qui sont les leurs. D'abord, ils sont beaucoup plus ouverts, donc ils sont prêts au débat. Contrairement à M. Mélenchon, il n'exige pas mon éviction. Donc, en effet, oui, mes ennemis sont plutôt à gauche, mais... Vous savez, on a l'habitude dans l'histoire, je ne veux pas me comparer à ces grands noms, je ne veux pas mégaloman, mais enfin, regardez, tous les gens de gauche authentiques qui sont opposés à la gauche autantoque ont été traités de fascistes. Camus, Orwell, Simon Less, Koestler, etc. Bon, on a l'habitude. Les dissidents ont l'habitude d'être diffamés, menacés, mais à la fin, notez bien que c'est les dissidents qui gagnent. Hein. Relisez l'histoire. Mais à quel prix ? Oui. Éric Nolot, d'autres projets de livres, de pamphlets, de déclarations d'amour similaires Non, là, je voudrais vraiment m'éloigner un peu de la politique parce que pour écrire ces livres, j'ai quand même passé plusieurs mois à vivre avec Mme Rousseau, ce qui est une expérience très traumatisante, et avec M. Mélenchon, qui est une expérience aussi traumatisante. Donc là, je voudrais soit faire un deuxième roman, je n'ai jamais fait qu'un roman, voilà. Et Ruse. Puis, Ruse. Et puis, j'aimerais bien en faire un deuxième. Et puis, peut-être, en effet, c'est un exercice un peu convenu, mais qui n'est pas désagréable. Et puis, peut-être, je peux illustrer par l'exemple la transmission que je demande aux autres, une bibliothèque idéale. Oui, j'aimerais bien. Alors j'indique en attendant à nos auditeurs que l'on peut vous retrouver chaque semaine dans les pages du JDD, régulièrement sur CNews, vivement les chroniques sur Radio Courtoisie. En tout cas, hâte de lire vos prochains pamphlets. Merci beaucoup d'avoir honoré cette invitation. Merci pour votre invitation. Et à bientôt, Éric Nolot. À très bientôt.